Et c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast avec la star des réseaux sociaux, Marine Armand, la centrifugeuse. Et la présentation tout de Ah, suite. mais ça part en live direct. Ah, on est Non, dans le mais bain. je suis un peu foufou parce que Marine, c'est le kiff. Marine, c'est ma partenaire de bise. Donc je suis trop content que tu sois avec moi pendant cette heure de kiff. Et je vais pas trop parler. Je vais tout de suite te donner la parole avec une question, tu verras, très simple. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ah, c'est marrant comme question. Alors, qui je suis en tant que professionnelle? Je suis une coach d'entrepreneur et sinon, bah, j'ai 32 ans, je vis à Lyon et comme Cédric, j'aime la nature, la montagne, les animaux. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous rassemble et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hmm. Et sinon, bah, qui je suis? Petite, blonde. Et voilà. Petite blonde. Tu n'es pas que ça quand même. Non, pas que ça, mais tu m'as dit cours. J'ai fait cours. J'ai pas dit quoi, j'ai dit qui tu es juste. Non, bah après, je suis pas que ça. Non, au quotidien, moi, qu'est-ce que je fais? J'accompagne des entrepreneurs à vivre de leur activité, à en vivre en tout cas confortablement, parce que bah, beaucoup de mes clients sont des gens qui se sont déjà lancés, mais qui aujourd'hui n'ont pas retrouvé forcément le confort qu'ils avaient dans le salariat. Et donc, l'idée, c'est que je les aide à structurer leur activité, à savoir mettre des mots finalement sur leur unicité, comment le mettre en avant à l'oral, à l'écrit. Et ensuite, bah, du coup, on construit avec eux tout un système qui leur permet de capter des prospects et de pas prospecter justement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en général, c'est quelque chose qu'on n'aime pas particulièrement faire. On voit tout de suite le niveau de Marine, avec le niveau de précision dans lequel tu vas tout de suite sur acquisition client et on aura le temps de l'évoquer. On va parler plein de choses sur l'entrepreneuriat, sur ta spécialité qui est comment est-ce qu'on crée une offre irrésistible, comment est-ce qu'on fait des pages de vente, comment est-ce que tu aides les entrepreneurs et je sais à quel point tu es high level, vraiment j'insiste, donc restez jusqu'à la fin. Et tu sais qu'ici on est sur le podcast No Rules, donc il n'y a pas de règles, on y va quoi. Donc d'abord je tiens à dire que je suis trop content que tu sois avec moi. Deuxième, pour moi, d'un point de vue égoïste, mais pour les auditeurs, parce que je sais à quel point tu apportes de la valeur. Et la deuxième chose, enfin c'est une question, du coup, qu'est-ce que tu penses du salariat? Alors, je pense que il y a un truc qui m'énerve un peu, tu vois, en ce moment. Il y a beaucoup de, on diabolise beaucoup le salariat aujourd'hui. Alors, je trouve qu'il y a des bonnes raisons et que c'est pas pour rien qu'on en arrive à cet extrême-là aujourd'hui. Mais je suis sûre aussi qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, et j'en ai plein autour de moi, qui s'épanouissent vraiment dans le salariat et qui, en fait, je me dis pas, c'est un système qui est dépassé ou et en gros, la nouvelle vie, elle est du côté de l'entrepreneuriat. Je dis juste que oui, il y a eu des pratiques complètement abusives, abusées et qui sont complètement décorrélées de ce qu'on attend aujourd'hui en tant que salarié et que sûrement c'est ce qui fait que beaucoup de gens finalement prennent la porte de l'entrepreneuriat en se disant bah au moins je vais fixer mes propres règles. Sauf qu'en fait, la réalité, elle est que dans l'entrepreneuriat, bah, on fait face à toutes nos peurs, toutes nos croyances, qu'il faut quand même une sacrée dose de résilience et que ça, en fait, c'est des obstacles qui sont réels et c'est des choses bah, à prendre en compte aussi. Et donc, pour moi, il n'y a pas de mieux, moins bien. Il y a un système qui va à certaines personnes et pas à d'autres. Mais voilà, enfin, faut trouver le bon cadre, quoi. C'est quoi, toi, ton expérience du salariat? Bah, moi, mon expérience du salariat, alors moi, j'ai dirigé une prépa médecine pendant 7 ans. Donc, à la base, moi, je suis ingénieure agri-agro. J'étais spécialisée en santé animale et en agriculture, donc très loin de ce que j'ai fait par la suite. Après, j'ai dirigé une prépa médecine, donc j'ai fait ça, ouais, 7 ans. Et pendant ces 7 années-là, franchement, j'ai beaucoup appris. Je me suis énormément investie. Je me suis éclatée aussi parce que, bah, un petit peu comme dans l'entrepreneuriat, je voulais progresser vite. Je voulais monter aussi rapidement, ce que j'ai réussi à faire jusqu'à un certain point. Et en fait, ça m'a beaucoup moins amusée à partir du moment où j'ai plus pu progresser et où je me suis finalement frottée à un plafond de verre, où j'ai senti que en fait les places que je voulais, je les aurais que quand les personnes qui les occupaient seraient à la retraite. Et donc en fait, à partir du jour où on m'a dit bah Marine, tu t'auras peut-être cette place-là dans 20 ans, je me suis dit mais là en fait moi mes ambitions elles sont pas pour dans 20 ans, peut-être je serai heureuse dans 10, 20 ans, 30 ans. Moi je veux être heureuse là tout de suite. Et là ça a commencé à mettre un peu le doute, tu vois, dans ma tête. Donc moi dans le choix de me lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait aussi la liberté d'avoir bah, les ambitions, tu vois, qu'on veut. T'as des gens qui n'ont pas forcément énormément d'ambition et qui sont rassurés par
faire les mêmes choses et les faire bien, etc. Moi, ça me rassure dans une certaine mesure, mais à partir du moment où je sais faire, je cherche la prochaine chose que je sais pas encore faire. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez mal géré, je trouve, au niveau de l'entreprise. C'est rare les entreprises où il y a des vraies, on va dire, stratégies de montée et de gestion des compétences. Quelles sont tes ambitions, toi, dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat, alors, en fait, ce que je me dis, c'est que aujourd'hui j'ai des ambitions et je me dis, oui, tu vois, j'aimerais atteindre les fameux 100 000 euros qui sont finalement annuels, qui sont pas si loin que ça. T'es pas loin, toi, attends. Non, je suis pas loin, mais tu vois, ce sera pas cette année, ce sera sûrement l'année prochaine. Mais, et en fait, ça, c'est mon objectif qui est finalement juste au bout de mon nez, quoi. Hmm. Et je me dis que pour l'instant, je suis focalisée là-dessus. Et en fait, je me dis, mais pourquoi t'aurais besoin de plus? Et je veux pas rentrer dans cette logique du toujours plus, en tout cas en termes d'argent. Mais je suis persuadée que le jour où j'aurai atteint les 100 000, et évidemment que j'irai quand même chercher un peu plus loin. Par contre, j'ai un vrai objectif un peu de lifestyle, Hmm. tu vois, où je me dis, bah, ok, aujourd'hui, je charbonne parce que je veux construire ce fameux système qui me permette de faire du chiffre d'affaires, mais sans m'épuiser et en ayant finalement des prospects qui arrivent un peu en continu. Et ça, c'est un truc, bah, ça se fait pas en 2 jours, donc c'est normal que je passe beaucoup de temps dessus aujourd'hui. Mais par contre, dans mes objectifs à 2, 3, 4 ans, c'est bah, clairement avoir un jour moins bossé, donc potentiellement bosser à 4 jours, à 3 jours, prendre plus de vacances, pouvoir voyager plus aussi. Donc c'est vraiment un objectif, tu vois, liberté de pas travailler quand je veux, parce que ça fait un peu trop, tu vois, utopiste, mais c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière quand même. Ouais, tu parles beaucoup de liberté, et en même temps, tu as fait le parallèle entre salariat et entrepreneuriat. Est-ce que parfois, tu as l'impression de te retrouver salarié de ta propre boîte et de perdre la liberté que tu es venu chercher? Oui et non. En fait, chaque jour, en fait, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Si tu veux, moi, le Covid, ça a eu un effet un peu bizarre. Peut-être que d'autres gens l'ont ressenti comme ça aussi. Mais moi, déjà, j'aimais le télétravail. Mais alors, avec le Covid, je suis tombée amoureuse du télétravail. Malgré le fait que, à l'époque, du coup, j'étais en entreprise et ça a été une période horrible. Je travaillais de 6 heures à 22 heures sur mon ordi. Je mangeais pas avec ma famille. Mes parents, ils me faisaient la guerre parce que mon téléphone, il sonnait tout le temps. Enfin, ouais, c'était très chaud niveau de job. Mais en fait, j'ai pris conscience du kiff que c'était pour moi de pouvoir bosser dehors, de pouvoir bosser en jog, de pouvoir bosser finalement sur un coin de table, de pouvoir bouger et en fait d'avoir mes propres contraintes. Donc en fait, vraiment, là, ça a été un premier déclic. Et pour répondre à ta question, est-ce que j'ai l'impression d'être salarié de ma boîte? Oui, aujourd'hui, j'ai pas la sensation de me sentir 100% libre parce que j'ai pas encore ce confort-là auquel j'aspire. Par contre, même si je travaille beaucoup, à chaque fois que je travaille et qu'il y a mon chien qui est couché à mes pieds, je me dis, oh là, jamais t'aurais fait ça en entreprise. En fait, jamais ça aurait été admis. Quand, je sais pas, je réponds à des mails de façon où je mets des emojis et de façon un peu informelle, je me dis, mais oh, le jour, si j'avais fait ça dans ma boîte, mais il m'aurait tué, tu vois. Quand j'écris des posts, pareil, de storytelling et tout, je me dis, bah en fait, je suis totalement libre dans ma façon de communiquer. Dans ma boîte avant, on relisait 15 fois pour savoir si la virgule a été bien placée et si ça allait pas créer je ne sais quoi chez la cible. Et en fait, c'est cette liberté-là, j'en ai totalement conscience et j'en profite tous les jours. Donc ça contrebalance le truc. Hmm. Et ça ressemble à quoi une journée? Parce que tu parlais de charbonner. Ça ressemble à quoi une journée pour toi? Alors moi, ma journée, alors en général, ça commence entre 8h30 et 9h. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne mets pas de réveil. Déjà, de base, je suis plutôt lève-tôt, mais ça veut dire aussi à l'inverse que les jours où je suis fatiguée ou malade ou je suis très migraineuse, tu vois, donc les jours où j'ai trop mal à la tête, je me lève pas. Je me force pas, tu vois, à un réveil. Si je sens que j'ai encore besoin de dormir, je dors. Hmm. Parce que je sais que je vais pas me lever à 11h dans tous les cas. Au pire, ce sera 9h, c'est bon, ta journée, elle est encore devant toi. Donc, en général, ça commence, voilà, 8h30, 9h. Ça commence par du LinkedIn. Donc, j'ai mon post, pareil, entre 8h30 et 9h. Sur LinkedIn, j'y passe 1 heure et demie, en fonction des jours, en fonction de s'il y a des prospects qui me parlent, des conversations que je peux avoir.
Ensuite, en général, à 11 heures, j'ai un coaching client quasi tous les jours. Donc, 11 heures midi, avant de manger, quand je suis bien réveillée, les clients. Ensuite, je me prends une petite pause le midi. Je rattaque avec soit un coaching client à 14 heures, soit je réponds à tous mes messages de sollicitation client. Enfin, en gros, le 11 heures et 14 heures, c'est les créneaux pour les clients. Mm. Donc, soit je relis leurs trucs, soit je leur fais des audios, ce genre de choses. Et après, en général, entre 15-17 heures, c'est souvent du job pour moi et mon business. Donc, ça va être potentiellement ma com, ça va être revoir des trucs sur ma page de vente, écrire mes newsletters. Vraiment, c'est pour mon propre business, suivre des formations aussi, parce que je me forme pas mal. Et en fin de journée, pareil, réponse encore à mes clients, parce que souvent, les clients, ils sont comme nous, ils ont fini de travailler, donc ils sont fin de journée avec leurs questions, et en général, 18 heures, je suis sûre que j'ai trois quatre messages de clients auxquels je dois répondre. Merci pour cette transparence parce que bah, tu sais, je travaille avec moi aussi dans le Bootcamp, mais les personnes qu'on accompagne, souvent n'ont pas de notion de l'importance d'avoir une forme de discipline, parce que ce que j'entends, c'est une discipline. Ouais, Enfin là, tu es capable de nous dire, ouais, tranche ouais. heure par heure ce que tu fais. Et puis, on comprend bien que c'est pas juste, je crée un post sur LinkedIn et puis j'attends que ça vienne et je vais aller marcher dans la nature. Soit dit en passant, on peut le faire aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de boulots qu'on ne voit pas, qui sont toujours plus sympas que faire des tableaux Excel pour des inconnus. Ça, j'ai l'habitude de dire ça. Mais merci de le rappeler parce que, ouais, c'est aussi ça. Et au début, comme tu dis, tant qu'on n'a pas le système d'acquisition qui marche, il faut charbonner, quoi. Bah oui, hein, franchement, il faut charbonner. Et pour l'instant, en fait, la liberté, tu vois, ça reconnecte avec ce que tu disais avant. En fait, c'est rassurant d'avoir cette discipline parce que à tout moment, entre guillemets, je sais que je fais ce qu'il faut. Ce qui fait qu'en fait, le jour où je suis malade, où je dois emmener mon chien chez le vétérinaire et du coup, je peux pas faire ce qui était prévu l'après-midi même. Tu vois, ce genre de truc qui te plombe un peu ton organisation, bah, en fait, je me dis, OK, t'inquiète, tout le reste du temps, tu fais ce qu'il faut. Donc, si cette fois-là, tu fais pas ce qu'il faut, ton système va pas s'écrouler, en fait. Et ça, bah, du coup, ça te permet aussi, non seulement, bah, de continuer d'alimenter ton système, mais au-delà de ça, d'avoir une forme de sérénité en te disant, bon, bah, 90% du temps, je fais ce qu'il faut. Donc, si les 10 derniers pourcents, bah, j'ai des contretemps ou je fais pas exactement, et bah, c'est pas grave, quoi. Ouais. Ouais, j'aime bien cette façon de faire. Alors après, c'est pareil, hein, et en même temps, tu es à la recherche de plus de temps libre. C'est ce que tu disais. Ouais. Donc, Complètement. Et tu vois, en fait, je dirais même que moi, je suis presque à l'extrême de l'organisation. Je t'en parlais un peu récemment. C'est que moi, j'ai du mal à voir du vide dans mon agenda et c'est un truc sur lequel je travaille. Mais l'autre point qui est intéressant par rapport à ça, c'est oui, la discipline, mais pas tyrannique. Tu ouais, vois? C'est être capable à un moment de te dire, bon, bah, aujourd'hui, tu es fatigué et en fait, si tu fais pas ça, c'est pas très grave, décale-le. C'est pas tout décaler tout le temps et procrastiner, c'est juste se dire, bon, bah, ouais, bah, aujourd'hui, t'y arrives pas, tu feras plus tard. Donc, oui, oui, tout est encore une histoire de nuances. quelle place t'accordes dans le mindset, l'état d'esprit? En vrai, ça, je pense que, tu vois, quand je me suis lancée, et même quand j'étais salariée encore, je me rendais pas compte de l'importance que ça avait. Et en fait, ça m'a un peu bah, sauté au visage au début de mon aventure entrepreneuriale, bah, quand on s'est rencontrés, où en fait, je me suis dit, à cette époque-là, donc on était au mois de mai-juin par là, et en fait, à cette époque, un jour, je me dis, ouais, go, tu vas tout défoncer, tu vas te créer la vie de tes rêves. Et les 2 jours d'après, je me dis, ouais, en fait, non, ça fait trop peur, laisse tomber, tu dois te payer une mutuelle, tu te rends pas compte, 40 euros par mois. Euh, Et en fait, j'étais tout le temps à faire un pas en avant et j'en faisais 12 en arrière. J'avais hyper peur. Je me disais, mais tu te rends compte, pour retrouver ton salaire de cadre dirigeant, bah, en fait, j'avais conscience de tout, l'URSSAF, la retraite, le machin. Et en fait, j'avais conscience de tous les freins, mais j'avais pas forcément conscience de tous les leviers et ni enfin, en fait, ce travail sur ce mindset-là que je devais faire pour, bah, en fait, juste laisser passer les jours sans faire la part des choses entre mes croyances et les trucs que j'alimentais moi-même en me faisant le film tragique. Et en fait, bah, ça m'a énormément aidé, tu vois, de bosser avec toi et avec Franck, avec les marches narratives, parce que
en fait, dès le départ, je savais que si je travaillais pas sur ma peur de l'échec, ma relation à l'argent, ces axes mindset-là, je savais que ça allait me bloquer. Et en fait, je savais que si un jour j'étais motivée, mais que les 2 jours d'après, je déprimais, bah en fait, j'allais réellement travailler qu'un tiers des jours dans l'année, quoi. Et en Mm. fait, ça, c'était impensable pour moi, qui en plus était impatiente de réussir, tu vois. Donc, pour moi, grosse place du mindset que je soupçonnais pas forcément avant, parce que je me disais, oui, bon, bah ça va, enfin, t'as été manager, t'as dirigé des gens, de base, t'as du caractère. Donc, en gros, enfin, tu vois, ça allait rouler pour moi parce que j'avais pas particulièrement besoin d'aide à la base, tu vois. Ouais, mais tu vois, tu dis que tu étais impatiente de réussir. Et tout à l'heure, quand tu parlais beaucoup de vitesse, de vouloir aller vite. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je te reconnais, une qualité que je vois très peu. Parce que moi, je suis comme ça, donc je reconnais les gens qui sont comme ça, entre guillemets, sur le passage à l'action, j'entends, hein. Je dis pas qu'on est rapide et tout, mais tu as cette capacité de passer à l'action qui moi, m'épate vraiment beaucoup. Et ça se retrouve beaucoup dans ce que tu dis et ton évolution. J'ai une question qui me vient, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la marine d'aujourd'hui et la marine qui s'est lancée? Ah bah, déjà, le niveau de doute et le niveau d'insécurité. Le niveau de doute, pourquoi? Parce que quand je me suis lancée, je savais pas. En fait, je sais pas si. C'était pas que je me croyais pas capable, mais c'était que je voyais pas comment faire pour retrouver en gros une rémunération décente, tu vois. Et ça, c'était un gros doute. Je disais, bah ouais, mais tu te rends compte, à l'époque, en plus, je vendais des coachings à l'heure. Donc, c'était, je sais pas, 100 ou 150 euros, un truc comme ça. Et j'avais fait le calcul scientifique. Je m'étais dit, ouh là là, mais le nombre d'heures à 150 euros qu'il faut que tu vendes. Et en fait, quand je voyais déjà la galère que c'était d'en vendre une, je me disais, mais alors s'il faut que tu en vendes de 15, 20, 30, mais comment tu vas faire? Et donc ça, c'était vraiment une phase de doute. Et puis il y avait le côté insécure où en fait, bah, je me disais, ouais, mais est-ce que tu vas réussir? Puis bah, des fois, j'avais l'angoisse qui me prenait en me disant, bon, bah, tu vas finir sous les ponts. Et puis voilà. Et en fait, après, tu apprends à réguler ce truc-là. Je dirais que tu vois, entre le début et maintenant, il y a eu la phase où j'ai pris quand même conscience de mes compétences. Mm. Et je me souviens, tu vois, d'un jour où je vais au cinéma le week-end, je vais au pâté. Et dans mon cinéma, en fait, il y a un étage. Et donc, en attendant ma séance de cinéma, j'étais à l'étage et je vois, du coup, bah, tout l'accueil du cinéma en bas. Et je vois une nana, étudiante sûrement, qui était en train en fait, de checker les tickets, en train de biper les tickets du pâté. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, au pire, Marine, tu checkeras les billets du pâté. Et en fait, je me dis, ça, dans tous les cas, c'est bon, t'es à ta portée, c'est à ta portée, tu seras prise pour les billets du pâté. Et en fait, je me suis dit, bah, arrête de stresser parce que clairement, tu finiras jamais sous les ponts. Et en fait, bah, déjà, quand t'es sérénisé, tu vois, vis-à-vis de ça, que tu sais que, bah, en fait, même si tu te plantes, bah, il y a une alternative. Tu as des compétences et ces compétences-là, elles sont monnayables largement à hauteur de te faire vivre et d'avoir un toit sur la tête et de manger, quoi. Donc déjà ça a été mon étape, tu vois, intermédiaire. Et aujourd'hui, c'est plus cette question d'équilibre, tu vois. Je suis pas en doute sur le fait que ça peut réussir. Je suis pas dans le doute de est-ce que je vais trouver des clients, pas trouver des clients. Je suis sur ce truc de aujourd'hui, je travaille beaucoup, c'est vrai. Ok, ça fait 1 an, donc bah, quelque part normal. Mais c'est finalement à partir de quand je vais retrouver ce niveau de confort-là, tu vois, en me disant, bah, aujourd'hui, j'aimerais faire plus de sport. Bah, combien de séances passent encore à la trappe aujourd'hui parce que je bosse pour un truc de client. Donc, je suis plus, aujourd'hui, je suis pas dans le doute, je suis pas dans l'insécurité, mais je suis dans plus la recherche d'un équilibre plus doux pour moi aussi, tu vois. Ouais, bon, déjà on remercie la jeune stagiaire du cinéma Pâté qui a permis à Marine Armand d'en être là. On te remercie si tu nous écoutes. Non, ouais, c'est un peu le schéma que je pense qu'on traverse un petit peu tous. C'est-à-dire que au départ on a des peurs, tu as appris à les traverser. C'est quand même hyper important, tu t'en es libéré. Et aujourd'hui tu cherches une forme d'équilibre. Et peut-être qu'un jour tu chercheras, ou je chercherai une forme d'intention, de réalignement parce qu'on n'est plus aligné avec nos actions. Mais ce que j'entends, c'est que tu t'es libéré d'un poids qui était cette peur et qui t'a permis aujourd'hui de passer des steps, quoi. Ouais, mais complètement. Et après, ça veut pas dire, ça je trouve que c'est important aussi, ça veut pas dire que les peurs reviennent pas.
Tu C'est vois, vrai. aujourd'hui, je gagne ma vie, je me verse un salaire qui est très décent. Pour autant, tu vois, bah là, tout à l'heure, juste avant de faire le podcast, j'ai investi justement dans un truc que je délègue. Bah, en fait, à chaque fois que je fais le virement, je me dis, OK, bah, t'investis sur ton business, mais il y a quand même ce truc de, j'espère ne pas investir pour rien. Il y a toujours un, bah, en fait, c'est la grosse différence entre le salarié et l'entrepreneur, c'est que tu es beaucoup, beaucoup plus conscient de ton argent. Et ça, tu vois, j'y pense régulièrement, j'y pense quand j'investis pour mon business, mais j'y pense quand j'investis pour moi aussi. Ça a beaucoup changé ma manière de consommer, par exemple. Mais complètement, ouais. C'est ce que Ouais. c'est ce que j'allais te dire parce que comment tu fais pour investir aujourd'hui? Tiens, vas-y, comment tu choisis une forme d'investissement? Comment tu te rassures sur cette peur qui est quand même un petit peu là? Alors, bah, en général, j'investis déjà quand j'ai la trésorerie pour le faire. Ouais. Donc, clairement, tous les mois, bah, par rapport à ce que je touche, je laisse toujours. En fait, même concept que les économies pour notre compte perso, quoi. En fait, je prends pour ma rémunération que une partie et j'en laisse une autre sur mon compte d'entreprise qui est là, qui est en trésor, Mm. qui tourne. Ce qui fait que, bah, typiquement, là, l'investissement que je viens de faire, c'est 2 750 euros. Donc, c'est pas non plus une somme nulle, quoi. Et bah ça, en fait, c'est comme si je l'avais préparé des mois à l'avance parce que chaque mois, j'ai laissé sur le compte d'entreprise une somme qui, au moment où je la retire, ou enfin en tout cas je la donne au prestataire, n'impacte pas directement ma rémunération. En Mm. fait, à partir du moment où ça impacte ma rémunération, ça me crispe. Je me dis, oui, est-ce que là, c'est pas soit un investissement que tu fais trop tôt, et à ce moment-là, bah, tu laisses encore écouler 2 mois et ça te fera de la trésor en plus et tu te sentiras mieux. Mais en fait, il y a toujours ce truc de comment je me sens vis-à-vis de cet investissement. Alors, aujourd'hui, l'avantage, c'est que quand il y a des petits investissements, je dirais moins de 500 euros, Ouais. si je sais que ça va m'être utile tout de suite, je me pose pas la question en fait. Ok. Je prends, je fais et je m'en autorise un par mois. Mais une petite formation, des templates de ci, ça ou machin, des business plans, bref, des petits outils, je les prends à moins de 500 euros. Je me dis, OK, si là je suis séduite par le truc, c'est qu'a priori j'en ai besoin, ça va me faire gagner du temps, ça va me donner une méthode et tout, ça je le fais. Pour des plus gros accompagnements, bah, je le fais plus au feeling. Déjà, je rencontre à chaque fois l'interlocuteur. Et je le fais aussi vraiment, enfin, il faut que j'ai une forme de sympathie. Ça, c'est un truc, tu vois, récemment, j'ai investi dans un accompagnement où j'ai pas eu un énorme feeling, tu vois, Ouais. avec la personne. Alors, totalement consciente de son expertise et c'est très cool. Mais en fait, ça m'a frustrée de me dire, bah, c'est pas avec quelqu'un, déjà un que je vais recommander, et c'est pas quelqu'un avec qui j'ai pris plaisir à travailler. Tu vois, Ok. à la fin de notre heure de coaching, je me suis dit presque, ah ouf, Ah tu ouais. vois, et ouais, Soulagé quoi. ouais, presque soulagée. Enfin, c'est peut-être un peu fort, mais presque soulagée quand même, tu vois. Et en fait, bah, clairement, je me suis dit, bon, ça, t'aurais pu le pressentir au moment au premier contact, tu vois. Mm. Où je m'étais dit, ok, il est performant, mais j'avais pas eu un gros feeling. Bon, bah là, tu vois, la nana à qui j'ai donné les 2 700 euros, j'ai un énorme feeling, tout se passe très bien, et je vais kiffer lui envoyer des messages, quoi. Non, bah bravo, hein. De toute façon, pour recevoir de l'argent, faut savoir en donner, comme on dit. Donc, Exactement. j'aime bien ce côté petit kiff mensuel de petite formation ou petit outil à moins de 500 euros par mois. C'est ton kiff mensuel. Ouais. Euh, ok, super. C'est fou, hein, je reconnais plein de trucs dans ce que tu dis. Euh, je- on va prendre ta casquette d'entrepreneuse un peu plus, et on va rentrer un peu plus dans le dur, dans ce que tu fais. Aujourd'hui, tu aides qui à faire quoi? Aujourd'hui, donc, j'aide les entrepreneurs, particulièrement les prestataires de services, Mhm. professionnels de l'accompagnement, donc les coachs, les thérapeutes, les formateurs, les mentors, les consultants, tous ceux qui ont quelque part quelque chose à transmettre, oui, Ouais, qui aident eux-mêmes les autres. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Et donc, si tu veux, je les accompagne sur 3 axes. Le premier, c'est leur positionnement et leur offre. Donc, en fait, c'est finalement ce qu'ils ont à offrir. Le deuxième volet, ça va être comment ils le communiquent. Donc, soit sur leur réseau, soit dans des newsletters, des masterclass, bref, en fonction de leurs moyens de communication. Et le troisième point, je vais les aider à capter des prospects en continu et à les convertir aussi en continu. L'idée, c'est que ils soient pas à capter les prospects un par un et à les convertir un par un en démultipliant les actions et donc leur temps, mais vraiment
à arriver à capter. Moi, aujourd'hui, j'ai des systèmes qui me permettent de capter entre 20 et 30 prospects par semaine. Et j'ai juste en fait à faire un post et j'ai mes prospects qui tombent dans ma boîte mail. Donc ça, c'est assez cool parce que ça fait toujours du sang neuf dans ma base de clients. Et peut-être qu'il y a des gens qui achèteront jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont lire mes newsletters toute la vie et qui n'achèteront jamais. Mais à l'inverse, tous les gens qui achètent me parlent de mes posts, de mes newsletters, de ma page de vente, de tout ça. Donc en fait, c'est un vrai levier, en tout cas, pour moi, de convertir plusieurs personnes à la fois, quoi. Ok. Et aujourd'hui, dans ton acquisition client, c'est quoi la part de les personnes qui viennent directement à toi parce qu'ils ont lu du contenu, donc plus le côté eux qui viennent à toi, et la part de je vais prospecter? Alors, ça, c'est une très bonne question. Là, je ne prospecte plus depuis fin juin. Ouais. Je prospecte plus depuis fin juin parce que, justement, je prospectais tellement que j'en ai eu ras-le-bol de la visio. J'ai saturé de la visio et du coup, j'ai fait une coupure pendant l'été. Et au début, bah, j'étais hyper stressée. Je me disais, mais pour qui tu te prends à pas prospecter, etc. T'en es pas là et tout. Et en fait, ça m'a permis aussi quand même de tester mon système. Un peu ce que je disais tout à l'heure. T'es malade, t'as plus envie, qu'est-ce qui se passe? Mm. Et en fait, ça tient parce que tu vois, je suis rentrée de vacances fin août. J'avais 6 rendez-vous dans mon agenda de prix et j'en ai signé 5 sur les 6. Donc, en fait, aujourd'hui, la prospection fait moins partie de mon quotidien. Par contre, je vais prospecter des gens pour qui j'ai un coup de cœur pour le projet. Ouais. Là, tu vois, récemment, j'ai prospecté un mec qui fait l'alternative aux maisons de retraite. Le gars, bon, je l'ai connu, je l'ai vu en live et tout. Bref, il m'a bien inspiré. Et je me suis dit, OK, bah, lui, j'ai envie d'aller bosser avec lui. Donc, lui, je lui ai envoyé un message et lui, je le prospecte. Et là, on est enfin, en négociation ensemble. Donc, c'est plus intentionnel quand vraiment je jette mon dévolu sur une proie, entre guillemets. Mais sinon aujourd'hui, non, c'est tous mes posts et mon système d'acquisition. En fait, mes prospects rentrent par mes posts. Ouais. Ensuite, en général, ils apprennent à me connaître soit par une masterclass, soit par un autre contenu gratuit. Et après, en fait, je reste dans leur esprit bah, grâce aux newsletters que je leur envoie toutes les semaines. Donc, c'est pour ça que la newsletter, moi, c'est vraiment gros pilier de mon acquisition, quoi. Et pareil pour LinkedIn, impossible de me passer de LinkedIn aujourd'hui parce que principalement, mes clients viennent de LinkedIn. Et ouais, on va revenir là-dessus. Ouais, du coup, toi, t'as passé le step de j'ai une offre, j'ai une cible, je vais vendre. T'es au step de j'ai un système d'acquisition qui commence à fonctionner pour toi, mais parce que t'as poncé le sujet de la cible, de la prospection, de la vente, etc. Et que t'as passé des steps qui te permettent de faire ça. Souvent, ceux qui démarrent, je sais pas ce que t'en penses, mais ils veulent tout de suite aller sur le système d'acquisition trop facile où j'ai rien à faire, quoi. Mais trop facile, j'ai rien à faire. Et puis surtout que le truc, c'est que impossible de faire un bon système d'acquisition si t'es pas passé par la prospection avant. Et puis, Enfin, l'audience, ouais. en fait, plus tu vas rencontrer tes clients et plus tu vas rencontrer même de prospects sans forcément qu'ils signent. Mais vraiment, moi, quand je te dis que j'ai poncé la prospection, je pense que de février jusqu'à fin juin, je faisais 8 à 10 rendez-vous de prospection par semaine. Mm. Donc c'est ça aussi qui m'a épuisé de la visio. J'aurais pu peut-être en faire moins, tu vois. Mais quelque part, bah, pour ceux qui ont signé avec moi, bah, moi, ça m'a aidé parce que forcément, j'ai fait du chiffre d'affaires, mais en plus de ça, j'ai récupéré leur façon de parler, leurs peurs, leurs croyances, leurs désirs, etc. Et en fait, bah, ça, je l'ai récupéré aussi auprès de ceux qui n'ont pas signé avec moi à l'époque. Et Ouais. en fait, c'est ça le truc, c'est que plus tu es en contact, plus tu chopes les bons mots et plus tu mets le doigt finalement sur la psychologie fine de la cible. Moi, souvent, quand on me dit, oui, le persona, c'est une carte d'identité de ta cible, mais alors, pas du tout. C'est un rapport de psychologie. Mm. Enfin, la carte d'identité, moi, je fais ça en 30 secondes sur mon ordinateur. Et pour autant, ChatGPT? ça me dit rien de comment je dois rédiger mes posts, ça me dit rien de ce que je dois mettre dans mes newsletters, de sur quoi doivent porter mes masterclass. Donc oui, le système, en fait, c'est faisable sous deux conditions. Tu as validé ton offre et tu la vends déjà. Mm. Et la deuxième condition, c'est tu sais quoi dire à ton client pour qu'il signe. Ouais. Parce que si tu sais déjà pas en convertir un, impossible d'en convertir 10 à la fois, quoi. Ouais. On est complètement d'accord et ça ne t'exonère pas de continuer la création, ce qu'on appelle organique, de poster
On va venir là-dessus parce que c'est super important, notamment pour les personnes, la plupart des personnes qui m'écoutent, qui est ma cible, hein, les coachs qui se démarrent. Euh, D'abord, on se confronte à la réalité, ensuite, éventuellement, on crée un système qui nous permet de rattraper cette réalité, encore que tu es toujours en train de créer du contenu, etc. Et donc, tu crées des posts quand même tous les jours aujourd'hui sur LinkedIn, enfin, je le sais parce que je te vois Ah depuis ouais. qu'on se connaît, sur LinkedIn. À côté de ça, à travers ces posts, il y a les personnes qui vont voir ton profil et vont donc cliquer sur le lien qui les renvoie vers ce qu'on appelle un aimant à prospect, donc une masterclass, ou ce que toi tu appelles plus freebie, j'aime bien quand tu dis ça, le freebie. Et puis, Et du coup, ça les fait rentrer dans un système, un tunnel d'acquisition qui est une newsletter, etc. Euh, question, qu'est-ce que tu penses de LinkedIn? je pense que c'est cool, mais que c'est bien énervant, surtout en ce moment. Non, franchement, moi, au démarrage, je t'avoue, quand j'étais salariée, pour moi, LinkedIn, c'était la CV Tech classique où tout le monde se congratulait d'avoir son nouveau poste et tout. Et je détestais ce réseau, mais je détestais au plus haut point le fait voilà, de se mettre en avant et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, je l'ai fait vraiment tout début. Genre, j'ai dû me lancer dans l'entrepreneuriat, je crois que c'était le 13 mai. Le 20 mai, publiais mes premiers posts, quoi. Donc, c'était très action-réaction, tu vois. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'il y avait la face cachée de LinkedIn où il y avait des gens normaux qui disaient des trucs sans forcément mettre une tonne de superlatifs et que en fait, il y avait des gens totalement accessibles qui donnaient des bons conseils et qui en plus étaient là pour se soutenir entre eux. Donc là, je me suis dit, ok, ça ressemble un peu plus à une communauté et à un truc sympa. Mais c'est vrai qu'au début, c'est long. Enfin, je pense que pareil, tu dois le voir avec les coachs qui débutent leur création sur LinkedIn. Euh, on pense souvent qu'au bout de 2 semaines, un mois, on va avoir du trafic sur sa page de vente, on va avoir du monde qui va s'abonner à sa newsletter si on en a une, on va avoir des gens qui vont nous envoyer des messages privés. Enfin, je sais pas toi, mais moi, ça m'arrive ultra rarement d'avoir quelqu'un que je ne connais pas qui me dise: Salut Marine, j'ai lu ton post, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton accompagnement? Ça a dû m'arriver 2 fois dans l'année. Tu veux dire que le Mais contenu magnétique ne marche pas? ah bah, le contenu magnétique, que le contenu inspire, qui donne envie à la personne d'en savoir plus, qui se dise, OK, les conseils de Marine, les conseils de Cédric, c'est hyper intéressant, ça me donne envie de creuser, j'aime bien cette personne, je vais m'abonner, etc. En fait, le contenu, c'est une porte d'entrée, mais on ne vend pas sur Oui, LinkedIn. je suis On d'accord. vend après dans la relation qu'on peut avoir en visio. Mais pour moi, c'est totalement illusoire que de penser, et c'est souvent la pensée qu'on a au début, c'est je vais poster, je vais faire des Absolument. ventes. Mais Absolument. en fait, Non. mais même ceux qui postent très bien, tu vois, j'en discutais avec Bettina Sertori récemment, qui est quand même une nana qui est ultra suivie sur LinkedIn, dont c'est le métier d'écrire des posts LinkedIn. Et même elle, elle me dit, mais c'est fou parce que malgré tout ce que je dis et tout ce que je véhicule, on vient encore me voir en me disant, je veux faire des posts qui vendent. Sauf qu'en fait, le post qui vend ne marche pas s'il y a juste le post. Le post, il vend pourquoi? Parce que il y a tout un écosystème autour, parce que la personne, ça fait des mois qu'elle poste et donc elle est crédible, que ses conseils ont aidé d'autres gens avant, parce qu'elle a des témoignages qui rassurent. Parce que sur sa page de vente, c'est suffisamment bien écrit pour qu'on s'y retrouve et qu'on se reconnaisse dans les besoins et les désirs. Et oui, peut-être, là, le poste, il vend, mais ça fait quand même déjà 5 points qu'il faut avoir checké avant pour que ça vende. Et si son offre a été pourrie, elle vendrait pas non plus avec les postes. Ouais, là, c'est hyper important parce que moi je le vois, je le rencontre quotidiennement avec les personnes que j'accompagne et je pense que toi aussi, il y a un peu cette croyance du j'arrive sur. Bah, en fait, d'abord il y a la méconnaissance de l'entrepreneuriat et d'ailleurs je pense, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression, mais c'est une impression, du coup ça vaut ce que ça vaut, mais que les gens pensent que l'entreprendre c'est écrire des posts sur LinkedIn. Non, c'est juste écrire des posts sur LinkedIn, c'est pas entreprendre. Et du coup il y a cette croyance qui est que j'écris du post, les gens vont venir, ça va marcher. Et souvent c'est un peu biaisé parce que les premiers posts ils peuvent marcher parce qu'il y a le côté nouveau et en plus c'est ton réseau de ton Ouais. ancien monde qui dit ah tu fais ça donc et donc on a la croyance que ça marche. Non, ça c'est les premiers. Après c'est tout ce que tu as dit, hein, un processus d'achat et de confiance qui est long et tout un système. Ouais. Ah, mais c'est clair. Et puis après, moi, je dirais j'ai eu un deuxième, tu vois, déclic. Je postais sur LinkedIn, j'arrivais à trouver des clients, je prospectais et tout ça. Et en fait, bah, il y a eu le jour où je me suis dit, mais
quand j'ai voulu lancer ma newsletter, tu vois, je me suis dit, ouais, moi j'aime bien écrire, je vais donner mes conseils avec ma newsletter. Et je me suis dit quand même, bah, c'est bien que je lance cette newsletter parce que si demain je me fais bannir de LinkedIn, Ouais. eh bah, tous mes prospects ils disparaissent, quoi. Donc, je vais devoir les re-rajouter un par un. Bref, enfin, il y a quand même être suspendu finalement à un algorithme et au-delà de ça, à Google, Internet et compagnie, ça me dérangeait un peu. J'avais pas la main sur mes prospects. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire ma newsletter. Mais ma newsletter, je vais pas passer un jour par mois à écrire des newsletters si elles sont pas lues. Et là, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, OK. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu écris un post sur LinkedIn, faut vraiment pas que tu oublies l'objectif business qu'il y a derrière. Ouais. Est-ce que c'est d'envoyer vers ta page de vente? Est-ce que c'est de faire le teasing de ta newsletter pour capter des prospects, des leads? Est-ce que c'est de mettre en avant ton contenu gratuit pour que les gens ils puissent avoir un avant-goût de ce que tu fais? Et donc, en fait, j'ai encore plus affiné ma stratégie sur LinkedIn. Et c'est aussi pour ça que je poste pas un peu à la volée Mmh. et que je prépare les choses. C'est que si je poste 5 fois dans la semaine, je sais que le lundi, c'est un post qui a pour but l'acquisition de leads. Le mardi, c'est le teasing de ma newsletter du mercredi. Le mercredi, c'est un post de conseil. Le jeudi, c'est du storytelling et le vendredi, du freestyle. Mais en fait, voilà, tout est comme ça et je vérifie qu'en fait, les différents axes de mon business soient bien représentés en fait régulièrement Ouais. dans mes posts. Et en fait, c'est ça qui crée aussi une cohérence à l'ensemble, quoi. Ouais, bon, là, je te reconnais très bien ce côté stratégie éditoriale que tu exprimes là et qu'on voit beaucoup sur tes posts. Euh, et c'est chouette. J'ai envie de te poser une question sur un sujet dont tu es un peu la spécialiste, la référente, J'ai peur, vas-y. euh, et qui va intéresser les auditeurs, les millions d'auditeurs et de followers. Comment est-ce qu'on crée une offre irrésistible? Ah, oui, Ah, vas-y, Hormozy, effectivement, mets la c'est casquette l'offre. Hormozy Ouais. là. T'as 2 heures devant toi si tu veux. Non, on n'a pas 2 heures, mais On tu vas est le faire en cinq parti. minutes. Non, en 5 minutes, comment on crée une offre irrésistible? La première chose, et c'est souvent ce qui est négligé ou ce qui est mal fait, c'est déjà on pose les bonnes questions à sa cible. On fait pas la carte d'identité. Quel âge as-tu? Où vis-tu? De quoi manques-tu? On fait pas les questions banales. On fait De des quoi manques-tu? questions. On tourne ces questions de façon à capter les peurs, les croyances, les difficultés et les difficultés pas au sens large. Je sais pas moi si vous êtes coach en recette minceur, c'est finalement quelle est votre difficulté lorsque vous cuisinez des repas, voilà, que vous voulez que vos repas ne soient pas trop caloriques. C'est pas de quoi avez-vous besoin en 2025, parce que moi je peux te répondre un sac à main et toi t'en auras rien à faire avec tes produits minceurs, quoi. Hmm. Donc toujours orienté, en tout cas, à avoir des questions qui soient suffisamment précises. Et le conseil que je donne souvent, c'est quand on pose une question, réfléchis d'abord à en quoi la réponse va t'aider pour faire ton offre. Ouais, c'est juste. Parce qu'en fait, des fois, on pose des questions parce que dans tous les questionnaires qu'on voit, il y a ces questions-là et en fait, ça n'apporte mais strictement rien. C'est juste. Et donc, du coup, voilà, commencez à poser les bonnes questions. L'astuce vis-à-vis de ça, ne pas poser la question du prix. Combien êtes-vous prêt à mettre pour Ah ouais, c'est vrai? blablabla? Merde, je suis Ouais. pas à voir, moi. Je l'ai mise. Mais moi, je l'ai posé aussi et en fait, je me rends compte d'une chose. Vraiment, ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte à la longue. C'est qu'au-delà de ça, quelqu'un qui répond à un sondage, il n'a pas pour l'instant conscience de la valeur de votre offre. Vous lui avez pas présenté ni les avantages, ni ce Ouais. qu'elle contient. Hmm. Donc en fait, il va donner un prix. C'est comme si je te disais, c'est quoi le bon prix pour des oranges? Ah, Hmm. tu vas me dire, bah Marine, combien de kilos? Enfin, et elles viennent d'où? C'est quoi la variété, machin? Et en fait, bah c'est exactement pareil. Donc on est en train de demander un prix à quelqu'un qui sait pas vraiment exactement pourquoi il pourrait payer. Donc, en fait, généralement, le mec va répondre la réponse la plus basse, voir s'il vous respecte un peu, celle juste au-dessus. Ouais, c'est Et, juste. et Ouais. en, T'as raison. et en fait, c'est ça. Au lieu de dire, bah, je sais pas, si vous vendez à l'heure, il va vous dire 60 euros de l'heure, là où en fait, vous imaginiez peut-être 180 euros de l'heure dans votre tête. Et en fait, je trouve que des fois, c'est un peu se démoraliser avant l'heure Ouais. parce que, en fait, on sait pas de quoi on parle. Donc, la question du prix, moi, je l'évite assez dans les sondages, en tout cas de persona. Ne pas demander non plus l'adresse mail parce que là, ça fait le gros chouineur qui veut revenir les prospecter après. Ok. Donc, l'avantage, c'est
demandez pas les mails ni les coordonnées. Limite, si vraiment vous voulez, vous mettez une question à la fin. Si tu veux me laisser tes coordonnées pour, je sais pas, recevoir mon lancement de programme, etc., pourquoi pas? Mais au moins, c'est pas intrusif et c'est la personne qui prend l'initiative de vous donner le mail et d'être suivie par la suite. Mais l'idée en ne demandant pas le mail à la base, c'est qu'en fait, la personne, elle puisse répondre de la façon la plus sincère et honnête. Ça veut dire que là, c'est des personnes que tu vas contacter via message privé sur les réseaux sociaux, ça, ou WhatsApp? Alors moi, en général, je faisais en un post, je faisais un post LinkedIn en disant, bah Ouais. voilà, aujourd'hui, je voudrais refondre un peu mon offre, je voudrais Ah oui. l'améliorer, etc. Et du coup, j'ai besoin, si vous cochez tel critère, donc si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, que vous vous rendez compte que vous vendez pas assez régulièrement, que vous avez du mal à parler de votre offre de façon vraiment différenciante, qu'on capte vraiment sa plus-value, vous pouvez répondre à mon sondage. Donc ça, c'est aussi, c'est filtré. Un sondage de persona, on les fait pas sur les potes du lycée ou l'ancien réseau LinkedIn, c'est VTech. Ouais, L'idée, c'est intéressant c'est que ça. quand on donne ce sondage-là, bah, c'est que ce soit des gens qui sont dans notre cible, qui y répondent. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un maximum de réponses quelque part, mais c'est mieux d'avoir 10 réponses de personnes ultra ciblées que 110 réponses, où en fait les réponses, elles vont partir Ouais. dans tous les sens, et après, ça va être à vous de trier et de déceler qui est vraiment dans la cible et qui ne l'est pas. Donc vraiment, créer une offre irrésistible, ça part déjà du bon sondage. Oui, très très Donc ça, juste, c'est le sondage. très Et le pertinent. deuxième truc, c'est les interviews. Bah, en fait, comme en fait, on est quasiment en train de faire là, et ben en fait, faut le faire avec la cible. On enregistre la conversation et en fait, on va capter comment la cible exprime elle-même avec ses mots son problème. Ouais. Parce que souvent, quand on est coach, professionnel de l'accompagnement, il y a un peu ce que j'appelle le syndrome du médecin, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas chez le médecin, tu lui dis, j'ai mal à la gorge, il va te dire, c'est une angine, prenez du tel truc, du Doliprane. Mais il va pas te dire, oui, alors, vous avez un dysfonctionnement du larynx qui est lié aux bactéries, trucs, muches, machin, et du coup, ça dérégule votre corps. Donc, et en fait, il va tout de suite en venir au fait. Ouais. Comme vous, vous en êtes venu au fait en disant, j'ai mal à la gorge. Et en fait, c'est exactement pareil avec nos clients. Moi, les clients qui viennent à moi, ils vont me dire, Marine, je comprends pas, ma page de vente, elle vend pas. Mais ils vont pas me dire, tu comprends, j'ai un problème de positionnement parce que je pense que, il y a des désalignements entre ma cible et en fait, souvent, les coachs, ils ont envie de faire le diagnostic, ils ont envie d'amener l'approche scientifique qu'il y a derrière de tout ce qu'ils ont appris. Ils ont envie de dire, oui, mais tu comprends, si tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu as la croyance que truc Mhm. muche. Et donc, du coup, et en fait, les gens n'ont pas envie de savoir ça quand on leur présente l'offre. Ils n'ont pas envie de savoir toute la science qu'il y a derrière. Ils ont envie de savoir si c'est pour eux. Donc, est-ce que moi, avec mes symptômes, toi, tu peux me soigner? Et comment tu comptes me soigner? Donc, en gros, j'ai mal à la gorge, t'as le Maxilaz, t'as le Doliprane. Ok, c'est pour moi, j'y vais. Ouais, l'analogie, les métaphores que tu emploies, elles sont hyper parlantes. Et je suis complètement d'accord. On a tendance à ramener sa science, parce que c'est ce dans quoi on baigne, et donc on a cette habitude, cet ancrage-là. Le client, le prospect, lui, il veut qu'est-ce que ça va changer dans ma vie au quotidien et autour de moi, quoi. Ouais, j'aime beaucoup le côté aller poser enfin faire des sondages, enfin aller se confronter à la cible et faire les bons sondages. Ouais, c'est très juste d'aller aussi chercher des personnes qui sont pas forcément dans notre propre entourage. Moi, j'aime bien faire un mix des deux, mais c'est très juste. Combien de personnes en général tu considères à partir de combien de personnes tu dis, bon, c'est bon, là, on a assez d'éléments? Alors, sur le sondage, en général, je dirais quand même 10 personnes. Sur les interviews, trois quatre c'est bien. Ok, Parce que sur les trois quatre il y a moyen qu'il y en ait un qui soit en fait hors cible, où on se ouais, dise, oh là là, en fait, typiquement, ce genre de personnes-là, j'ai pas du tout envie de les accompagner. Et c'est très bien aussi, parce que ça permet aussi de exactement. recibler et de mettre des bornes Positionnement. à son accompagnement. Donc, je dirais, voilà, 10 12 réponses quand même en sondage écrit et 3-4 interviews. Et en fait, une fois qu'on a bah, toute cette matière-là, c'est d'arriver à déceler bah, les peurs, les contraintes. Souvent, on pense que l'offre irrésistible, c'est un truc un peu sorti du chapeau, tu vois. Et en fait, Ouais. l'offre irrésistible, c'est rien d'autre que ce que tu avais prévu de faire à la base, mais présenté d'une façon qui va parler à ta cible, en fait. Et c'est exact. Bien sûr alors, si on creuse le truc et qu'on avait 1 heure et demie, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut créer en plus, bien sûr qu'il y a des leviers et des ficelles sur lesquelles on peut tirer pour rendre ça un peu plus différenciant, un peu plus sexy, mais en fait, c'est pas
c'est pas une méthode magique, c'est juste les gens qui ont une offre irrésistible, c'est ceux qui ont mieux écouté leur cible à la base. C'est juste ça. Ouais, 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 c'est important de le préciser, de se dire que en fait l'offre irrésistible, elle a toujours été quelque part, elle était là parce qu'elle a les compétences, les connaissances et l'expérience. C'est juste qu'elle est, j'allais dire habillée, oui, habillée différemment, marketée différemment pour faire en sorte qu'on réponde psychologiquement à la douleur et aux rêves de nos prospects. Et t'as un exemple de, c'est quoi une offre irrésistible? Ça ressemble à quoi? Concrètement, imagine, je suis un coach, tiens, bah, professionnel de l'accompagnement, puisque c'est ta cible Ouais. qui arrive sur le marché, comme toi il y a un an, rappelle-toi, et on lui dit, tiens, tu vas me faire une offre irrésistible. Et là, évidemment, il va pas comprendre ce que ça veut dire. Concrètement, ça ressemble à quoi en fait? Alors, ça ressemble, bah, tu vois, on va reprendre l'exemple des régimes minceurs où tu vois, tu as un accompagnement pour aider les gens à perdre du poids. Bah, tu peux dire, comme c'est le cas souvent de allez, 99% des coachs, dire c'est que ça ressemble à quoi ton programme? Bah, moi, c'est 8 séances de coaching en one-to-one. D'accord. T'abuses là. Non, c'est ça. C'est bah moi je fais 8 séances de coaching en one-to-one. Tu verras, c'est super. Je vais vraiment t'aider à perdre du poids sur le long terme et tout. Oui, oui, d'accord. Bon, moi 8 séances en one-to-one, ça m'excite moyen quand même. Je Ah, me mais c'est dis trop ça. ouais, ouais, cool, tu vois. Mais si j'ai envie de perdre du poids, déjà j'ai pas envie qu'on me dise c'est 8 séances en one-to-one. J'ai envie qu'on me dise le programme pour perdre du poids sans faire de régime, sans faire de sport. Mm. J'ai envie que dans la promesse même de ce qu'on me propose, on prenne en compte ce que moi j'ai pas envie de faire ou ce dont moi j'ai peur. Ouais. Typiquement, sur les programmes de vente, par exemple, ça va être trouve tes clients sans prospecter. Très très peur de la prospection. Donc si toi, tu as la recette pour trouver des clients sans prospecter, déjà, tu tiens un truc. C'est déjà plus sexy, c'est déjà plus magnétique. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'analyser dans le sondage les peurs et les croyances de la cible, parce que ça va vous permettre de créer aussi des effets de contraste, en fait. C'est de dire, bah, tu vas pouvoir faire ça et en plus, on t'enlève toutes tes contraintes. Il y a de ça, en fait, dans l'offre Évident. irrésistible, c'est de dire, tu vas atteindre ton but avec un minimum d'effort. Donc, si j'étais toujours ce coach en nutrition, alimentation, au-delà des 8 séances de coaching, bah, je me dis, mais la personne qui vient me voir, du coup, à intervalles, sûrement peut-être toutes les 2 semaines en coaching, elle n'a pas juste besoin de mes séances de coaching. Qu'est-ce qui pourrait lui faciliter la vie? Donc là, bah, premier truc, tu vois, qui me vient en tête, des exemples de listes de courses pour faire des repas à moins de X calories. Des exemples d'apéros qu'elle peut faire quand elle reçoit. Mais parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui cherchent à perdre du poids, mais qui vont te dire, bah, le problème, c'est que nous, on est toujours invités ou on reçoit toujours des amis et tout. Donc, tu vois, avec les apéros et tout, ben, j'ai pas envie de me couper de ma vie sociale si je fais un régime. Donc ça, à prendre en compte. Ça fait partie de leurs contraintes et ça fait partie de ce pourquoi leurs régimes précédents ont échoué. Parce qu'ils recevaient beaucoup de monde, etc. Donc, tu le prends en compte et tu crées la solution par rapport à ça. Et Mm. donc, ces solutions-là, en plus des séances de coaching, bah, tu peux agrémenter avec des petites listes de courses, tu peux alimenter avec, je sais pas, faire du sport. J'ai pas le temps de faire du sport, d'accord? Et bah, 3 exercices de sport à faire en un quart d'heure par jour. Mm, mm. Tu vois? Et en fait, c'est juste de trouver des petits leviers, ça ne demande pas des heures et des heures de réflexion, en fait. C'est juste quel petit outil simple je peux construire qui va servir l'ensemble de mes clients et qui va leur simplifier la vie de ouf. Tu vois, par exemple, dans mon programme, j'ai plein de gens qui n'ont jamais créé un post sur LinkedIn. Bah, je Ouais. leur file 30 templates de mes posts à moi et je leur dis, allez-y, copiez. Faites pareil, vous prenez et vous réadaptez à votre domaine d'activité et c'est parti. Et en fait, bah, c'est hyper facilitant. Pourquoi? Parce que finalement, le premier jour où tu écris un post LinkedIn, tout le monde le sait, on met 3 heures. Parce qu'on ne sait pas comment on fait, on ne sait pas par quoi on commence, on a un peu peur du regard des autres, etc. Donc en fait, là, bah, tout ça, je le balaye et je leur dis, tiens, fais ça, ça a marché, et moi j'ai eu plein d'engagements. Et en plus, ça marche quand ils le font eux. Donc en fait, ça leur donne en plus des petits résultats, des premiers petits résultats qui les mettent en confiance. Et en fait, c'est ça qui rend l'offre irrésistible. C'est les petits résultats, moins de contraintes, si possible, des petits résultats en pas beaucoup de temps. Donc, typiquement, je sais pas, cette histoire du sport, tu vois, 3 exercices en un quart d'heure. Aujourd'hui, tout le monde peut trouver un quart d'heure dans sa journée, tu vois. Et Ouais. ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et l'avantage de ça,
point de vue rentabilité, c'est qu'on les crée une fois et on les vend à chaque fois. Ouais, bon, j'espère que vous vous apercevez de la valeur de Marine là. Elle nous fait une masterclass en live. Et je décompose ce que tu viens de dire parce que moi, c'est ce que je constate du terrain, et toi plus encore, mais avec les personnes qu'on accompagne et que j'accompagne, c'est que le mot offre, ils savent pas trop ce que ça représente. Et en fait, dans ce que tu as dit, il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que c'est un effet marketing avec un titre, effectivement, un titre qui ajoute et les bénéfices moins la friction, donc le fameux, bah oui, perdre du poids sans faire de régime, bénéfices moins la friction. Ça, c'est l'effet marketing, c'est l'effet clinquant, c'est l'effet visuel, c'est la forme, on va dire. Mais dans le fond, ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est de comprendre effectivement les douleurs et les besoins de la cible et d'y apporter des solutions très simples et actionnables. Donc, c'est vraiment cet amalgame entre un titre marketing et un comment, mais qui n'est pas un comment scientifique de on va travailler sur les croyances. Là, je prends l'exemple des coachings. C'est un comment sur t'as un besoin, ben regarde dans la vraie vie ce qu'on va faire pour que tu le lèves. C'est exactement ça. Et un exercice, moi, que je donne très, très souvent à tous mes coachés, c'est de lister, mais vraiment de façon la plus exhaustive possible, hein. Peut-être ça fera une liste de 50 trucs, mais c'est de lister toutes les choses que la cible, elle doit savoir, savoir faire, comprendre, acquérir, prendre en main, conscientiser. Mais en fait, la liste de toutes les sous-choses, eh ben, c'est ce qui fait que vous allez, ça va vous donner en fait une idée de ce qu'il faut créer pour leur simplifier la tâche. Alors peut-être que ce sera pas possible de leur simplifier la tâche sur la liste des 50 choses. Il y a peut-être sur les 50 choses des trucs où on va se dire, bon, bah ça, à part le faire en face à face, je peux pas. Tu vois, par exemple, moi, dire à un client si son positionnement est assez précis ou pas, je j'ai pas d'outil pour ça. Je le fais en face à face. Par contre, lui dire comment écrire sa première newsletter, pouf, je lui file un template. Ouais. Et c'est décorrélé de mon temps. Et j'ai bossé une fois sur le template et il va les utiliser. Je vais les filer à tous mes clients. Et en Mm. fait, c'est juste en décomposant chaque sous-besoin de chaque sous-partie de l'accompagnement qu'on va réussir à mettre le doigt sur les différents. Je sais que dans les coachs, il y en a beaucoup, tu vois, qui vont proposer des méditations. Tous ceux qui jouent sur le stress, il y en a beaucoup qui vont dire, ah bah, en plus, je te donne mes 10 méditations en bonus pour apaiser ton stress. La sophro, pareil. 3 exercices de sophro pour retrouver ton calme en 10 minutes. Et en fait, c'est des choses, sûrement en plus, souvent, c'est ça qui est très drôle, c'est quand on creuse avec les coachs, tous ces outils-là, ils les ont et ils les utilisent. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a de dommage, c'est que c'est des outils qui sont cachés et donc dont la valeur est cachée et ne permet pas aussi d'augmenter la valeur perçue de l'offre. Et Exactement. en fait, ce qui fait aussi qu'on arrive à vendre plus cher et à des prix bah, décents, c'est que l'offre, c'est plus 8 séances de coaching, c'est déjà un programme qui offre une transformation sans les frictions, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et au-delà de ça, où on met en avant et en valeur chacun des outils qu'on propose en plus. Faut arrêter de croire que tous les outils qu'on a en plus, qu'on a peut-être construits nous-mêmes, bah en fait c'est juste normal. Non, c'est des choses sur lesquelles on a passé du temps et qui ont une valeur et qui du coup bah se montrent. Ouais, c'est très 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 juste et on retrouve aussi les notions comme dans ce que tu évoques de bonus, de garantie, etc. qu'on peut rajouter pour apporter encore de la valeur. Et tout ça se fait enfin, parce qu'on s'est confronté à la réalité et en fait, je pense que c'est important d'insister là-dessus aussi. C'est un processus d'amélioration continue qui s'arrête jamais vraiment et qu'on est toujours en train d'améliorer. Euh, il ne reste plus que 10 minutes déjà, mais que le temps passe vite. C'est quoi tes rêves d'entrepreneur? Entrepreneuse, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Ah, oui, moi non plus. J'ai jamais su, donc on Entrepreneur va laisser ce mystère ouais. en suspens. Mes rêves, ah, c'est hyper dur comme question. Après, je pense que j'ai des rêves un peu comme tout le monde, tu vois. Moi, je rêve de vivre en maison, donc mon prochain truc, c'est ma maison avec mon chien. En Corse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, je suis une grande amoureuse de la Corse et tu vois, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de contraintes, tu vois, liées à l'école et tout ça. Et c'est vrai que bah, j'y passe mes étés, mais j'aimerais y passer potentiellement bah, 3, 4 mois dans l'année, tu vois, vraiment avoir plus la sensation de m'y poser et d'y vivre parce que moi, c'est vraiment un endroit qui me ressource, tu vois, énormément. J'aime beaucoup les Corses aussi, c'est des gens très cash.
très cash mais très sincère à la fois. Donc c'est vraiment un endroit où je me sens bien, tu vois. Et donc ça fait partie de mes plans aussi. Et après, bah, sur comment va évoluer mon business, tu vois, pour l'instant, Mhm. c'est tout plein de questions. Mhm. Je pense que aujourd'hui, ma plus-value, elle est quand même beaucoup sur cet accompagnement, tu vois, en face à face. Il n'empêche que si je veux faire grossir mon activité, mon chiffre d'affaires, accueillir plus de clients, il va falloir que je trouve des nouveaux modèles. Alors, est-ce que c'est mon modèle actuel qui va changer ou est-ce que je vais rajouter d'autres modèles en parallèle? C'est toute ma question du moment. Mais en vrai, mon rêve, c'est de choper plus de clients encore. En gros, que je puisse, tu vois, être presque nos limites. Dans le sens où aujourd'hui, bah, mon offre, ça reste une offre premium. Et donc, du coup, tout le monde n'y a pas accès. Donc, ça veut dire que demain, je pourrais aussi choper d'autres clients qui ont peut-être des moyens plus bas, mais sur d'autres offres. Ouais, bien sûr. Tu, Beaucoup tu- plus tu peux petites. rappeler le prix de ton offre? Aujourd'hui, mon offre, où on fait tout, on fait de l'offre jusqu'à la communication en passant jusqu'au système Eh oh, t'es d'acquisition. pas en train de faire un truc irrésistible, là, je te demande juste le prix. Oui, mais donc du coup, Ah, je rigole. cette offre-là, elle est à 4 000 euros. Donc, faut bien les justifier. Je vais pas dire 4 000 euros, 8 séances de Ah, tu coaching. vas, tu vas nous faire aussi la friction. Et tout ça sans avoir à poster un seul truc sur LinkedIn. Et Ok, tout ça sans, voilà. Mais donc oui, mon offre, elle est à 4 000 euros. Donc c'est ok. aujourd'hui, c'est quand même des gens qui investissent là-dedans. C'est Hmm. des gens qui croient quand même sérieusement en leur business Ouais, et qui, tu vois, sont surinvestis pendant l'accompagnement, qui bossent, etc. Et c'est vrai que bah, c'est très cool parce que ça filtre à la base. Donc j'ai des clients très cool, très investis. Mais dans ma newsletter, je sais qu'il y a des gens qui, bah, aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'investir dans des offres comme ça et qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce plus ponctuel sur des aspects différents. Donc ça, tu vois, j'aimerais potentiellement le développer à terme. Maintenant, reste à voir comment en fonction ouais, de mon temps, tu vois. Mais décorréler un peu mon temps ouais. de mon argent, ce qui me permettrait de retrouver aussi cette liberté-là, tu vois, de pouvoir potentiellement faire pendant 3 jours dans la semaine du one-to-one et les 2 autres jours être plus libre en fait de ce que je fais, de mon emploi du temps, etc. Ouais, t'es vraiment dans les enjeux de croissance et de scale, comme disent les Américains. Ouais, c'est ça. T'es en plein dedans, mais tu vas y arriver, c'est certain. Enfin, c'est des questions. C'est vrai que c'est des transitions qui sont pas évidentes à gérer, mais ok, donc vraiment sur un enjeu de, je passe sur du collectif où je diversifie mes offres pour avoir une autre forme d'entrée d'argent plus asynchronisée, comme on dit, Ouais, c'est peut-être. ça. C'est ça. Et puis bah malgré tout, comme tu disais tout à l'heure, l'offre irrésistible, bah finalement la mienne, je l'ai construite comme ça. Je la complète au fur et à mesure, vraiment, même encore maintenant, hein, quand je me rends compte qu'un client me pose une question et que je me dis, mais ça, hyper Ouais, pertinent, ça pourrait trop servir aux autres, je vais créer un outil, je vais rajouter dans mon espace Notion. Et en fait, bah, ça, je vais le vendre. Donc, mon offre ne fait que prendre de la valeur. Donc, il y a aussi le levier qui est bête et méchant, mais qui est d'augmenter mes prix aussi, hein. bien sûr. Enfin, mon one-to-one va continuer d'augmenter en parallèle. Donc, ouais, croissance et confort, Mm. c'est mon enjeu 2025, tu vois. Ouais, mais top, 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 top. Et puis, il y a plein de leviers. Question pêle-mêle comme ça pour conclure. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Bah, si, attends. Attends, je réfléchis. Mais en plus, c'était il n'y a pas si longtemps. Je trouve ça fou que je m'en souvienne pas. En vrai, putain, je sais. Moi, je pleure pas souvent, hein. Donc là, t'as pris la question. Le mec me connaît. Non, je pleure très rarement. Mais en fait, moi, j'ai un fonctionnement qui est beaucoup où j'emmagasine énorme et un jour, je pète un câble. Hmm. Et ça a toujours été comme ça, tu vois, quand j'étais petite, c'était pareil, je disais rien et d'un coup, en général, c'est ça, je crie, donc ça part en hurlement et après je pleure. Et en fait, c'était pareil même avec, tu vois, à l'école, j'avais des bonnes notes et tout, mais quand ça se passait mal, pareil, je pleurais. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, j'ai jamais pleuré, tu vois, à cause d'un client. Ouais, J'ai plus eu des phases où, tu vois, j'étais angoissée, stressée que réellement où je pleure et où je relâche le truc. Si j'ai besoin de relâcher le truc, je vais aller faire du sport, tu vois. ouais, ouais, je vois. Ok. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand ça va pas? Alors, paradoxalement, je me mets des trucs qui me re-ambiancent. Donc, Ok. tu vois, moi, je fais pas mal de danse. Donc, en général, je vais à la danse.
Petit électro et je reviens, je suis reboostée, tu vois. Plutôt électro. C'est quoi? Allez, un conseil lecture. Ah, conseil lecture, je dirais, en vrai, moi, le livre qui m'a, tu vois, qui a changé un peu les choses pour moi, le livre de Michelle Obama m'a énormément marqué. Ouais, yes. Parce que la nana, elle est partie, mais de tellement loin. Rien n'était du tout gagné pour elle. Et en fait, quand on voit, mais comme elle est inspirante aujourd'hui, en fait, c'est une leçon de résilience de A à Z. Elle a eu tous les obstacles du monde, Ouais. entre le racisme aux États-Unis, la famille pauvre, son père qui tombe malade. Enfin, vraiment, le parcours, elle a eu un parcours de chien. Et en fait, à aucun moment, elle tombe dans je m'apitoie. Et en fait, à chaque fois, elle se relève et encore plus et encore plus. C'est ouf. Yes, je vois très bien. Allez, le mot de la fin pour toi. Bah, c'était trop cool. C'était trop cool et t'as vraiment le don de poser les bonnes questions et c'est ça qui est, je pense, hyper intéressant dans ce podcast-là. C'est que déjà, c'est pas les questions qu'on a l'habitude, tu vois, qu'on nous pose. Euh, et en fait, on sent que c'est pas surpréparé, tu vois, dans le sens où on sent que t'es vraiment à l'écoute de nous et du coup ça réagit et donc ça donne un vrai podcast vraiment agréable en tout cas pour les participants. Donc j'encourage quiconque à te contacter pour y participer parce que c'est vraiment un moment agréable. Eh ben, merci, Marine. C'est un vrai plaisir de te recevoir pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ben, on aime à se dire qu'on est les buddy bees ou Pépito et Pépita. Autrement dit, en off, on s'entraide beaucoup et en plus, on collabore aussi ensemble professionnellement. Et pour moi, c'est un vrai plaisir parce que je collabore pas avec beaucoup de gens, mais j'ai pas hésité une seconde pour t'appeler et te dire, tiens, tu veux m'aider dans ce que je fais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bah, je côtoie, comme toi, hein, pas mal de solopreneurs et d'entrepreneurs dans le milieu de la prestation de services et de l'accompagnement. Et honnêtement, tu es une des seules, une des rares qui vraiment réussissent au niveau auquel tu es avec en si peu de temps. Donc bravo. Bravo pour ce que tu fais, bravo pour ton passage à l'action et bravo pour ce que tu délivres. Et tu le sais, mais les coachs dans le Bootcamp sont extrêmement ravis de t'avoir en premium avec nous. Trop bien. Et puis ensuite, parce que tu as une énergie, un optimisme, un dynamisme et une pertinence que j'adore. Donc un grand merci. Ouais, juste une dernière chose avant de te quitter, et désolé si on entend mes enfants crier, mais ils sont là, ils sont à cran. Dernière chose, on te retrouve où? Juste on te contacte où? On me retrouve sur LinkedIn principalement et pour les meilleurs conseils que je donne en off dans ma newsletter. Dispo sur mon LinkedIn aussi. Allez, je mettrai tout ça dans les références de l'épisode. Merci Marine, à très vite et j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi, faites-moi savoir et contactez-la pour kiffer votre vie d'entrepreneur. Salut Marine! Salut!